Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Depuis l'indépendance, le Mali a toujours fait face à des rébellions dans la partie septentrionale du pays. Si on peut le dire, le dernier, avec d'autres contingences, bien sûr, a même contribué à l'effondrement de l'État et pousser le pays dans une crise multidimensionnelle dont il essaie de se sortir. Même si des accords, ententes ou pactes ont toujours été signés avec les initiateurs, le problème demeure. Pourquoi cette recrudescence des rébellions dans le nord du pays? Comment un pays farouchement attaché à son indépendance et sa souveraineté est aujourd'hui sous tutelle de la communauté internationale? Voilà entre autres questions que nous allons aborder avec Dr Choguel Kokala Maïga qui vient donc de publier Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Merci beaucoup Tangara. Je voudrais saluer les téléspectateurs d'Africable et leur dire que, et à tous les Maliens et à tous les amis du Mali, que l'idée d'écrire ce livre m'est venue à la suite de l'effondrement de l'État en 2012. Je suis d'abord un Malien, quelqu'un qui a été nourri, formé par les biens du contribuable malien. Je suis ensuite un fils du Nord. Mes ancêtres sont de Gao. Et je suis enfin un soldat, un militaire de réserve de l'armée malienne. J'ai fait le service militaire pendant 2 ans, au début des années 90. Je suis un soldat deuxième classe de l'armée malienne, numéro matricule 24831. Je suis enfin un homme responsable politique, dans lequel des milliers de Maliens, militants ou non de notre parti, placent leur confiance. Je me suis donc interrogé, est-ce que nous allons continuer à signer des accords, à élire des présidents, et d'année en année, la situation s'aggrave? Pourquoi? Première question. Pourquoi? Nous nous sommes dit, avec un de mes collaborateurs les plus fidèles, le professeur Issaka Singare, un éminent professeur d'université, docteur S. Lettres, avec qui je suis depuis plutôt 25 ans. Il est un de mes compagnons dans le MPR. Et nous nous sommes dit, tentons de faire le diagnostic de ce mal qui ronge notre pays. Nous avons décidé de nous documenter d'abord. Et c'est pour cela que vous verrez dans la documentation, dans la bibliographie, le livre le plus ancien que nous avons consulté a été écrit en 1898 et le plus récent en 2017. Donc la période sous revue couvre toute cette période-là, avant la colonisation, pendant et après, jusqu'en 2017. Nous avons cessé d'écrire en réalité à partir de mars 2018. Le reste, c'était la mise en forme. On s'est posé la question, comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui a fondé des États les plus puissants, desquels tous les Africains sont fiers, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, qui avait un niveau d'organisation extrêmement élevé lorsque dans certains pays de l'Europe, il n'y avait pas d'État. Comment est-ce qu'un pays aussi fier de son histoire, un pays qui avait une des armées les plus puissantes de la sous-région, au point qu'aucun pays n'osait s'attaquer au Mali, en tout cas ceux qui l'ont essayé l'ont appris à leurs dépens. Comment est-ce qu'un pays qui avait l'une des aviations de combat les plus fournies et les plus modernes, qui avait les soldats les plus fiers, vous vous rappelez pendant la colonisation,
les soldats les plus braves de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, l'Afrique noire, c'était ceux qui venaient du Soudan. Les plus braves, c'est tout dire, mais en tout cas, parmi ceux qui ont marqué l'histoire de la guerre. Comment ce pays donc se trouve effondré brusquement sous le coup de boutoir d'un petit groupe de mercenaires venus de l'extérieur qui se sont ralliés à des anarchistes armés et imposé leur volonté à notre peuple. Voilà donc la question fondamentale que nous nous sommes posée. On s'est dit donc il faut diagnostiquer le mal. Donc le livre est un diagnostic du mal qui ronge le Mali aujourd'hui. Ok, on peut comprendre le pourquoi, mais le quand maintenant, est-ce que vous essayez d'inscrire dans le débat, puisqu'au Mali on est dans un contexte d'élection présidentielle, est-ce qu'il faut inscrire dans le débat cette actualité, cette équation du nord du pays? Est-ce que ça va répondre au pourquoi maintenant? Absolument. C'est un livre forcément politique. J'allais dire même polémique, parce que ce qui est écrit là-dedans n'est pas favorable à tout le monde. Mais le plus important, c'est que c'est un travail scientifique. Tout ce qui est dit là-dedans est documenté et prouvé. Il n'y a pas d'affirmation gratuite là-dedans. Et nous avons tenu au caractère scientifique et objectif de ce que nous écrivons. Naturellement, il y a peut-être quelques phrases qui font réagir notre sentiment politique, mais pour l'essentiel, pour notre propre crédibilité et pour l'intérêt de la recherche. Parce que ce document va servir aux jeunes, aux étudiants, aux professeurs, aux chercheurs, aux politologues, aux hommes politiques, aux cadres de notre pays, pour comprendre leur vraie histoire. Parce qu'ils la connaissent de façon déclarative. Alors, donc, naturellement, le travail, on devait le finir en réalité depuis longtemps, mais comme je dis, les contingences du temps ont fait qu'on l'a fini qu'en fin 2017. Et la mise en forme est terminée. Et naturellement, ce livre sert de rentrer dans le débat politique. Pour le candidat que je suis. Je n'ai aucun complexe pour le dire. Ok, on ne peut que saluer cette initiative que les politiques se mettent à écrire, à publier pour le bonheur de la jeunesse et également de tous les Maliens. Ben, pour pouvoir trouver un remède à une maladie, on le dit, il faut savoir le diagnostiquer. Mais déjà, le peuplement de cette zone-là, le nord du pays, puisque sa compréhension peut peut-être nous aider à cerner un peu les causes de ces rébellions récurrentes, la population, le peuplement, cette ère géographique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous savez, l'un des constats que nous avons fait, c'est que il y a peu de réflexion au Mali, peu de travail de réflexion. C'est pourquoi je rends hommage aux quelques chercheurs qui, à force de courage, de persévérance, je ne vais pas les citer tous au risque d'en oublier, ont produit quand même des réflexions. Mais nous avons estimé qu'il faut aller au-delà. C'est pourquoi on s'est engagé à faire l'une des réflexions les plus approfondies. Parce que dans la littérature, à partir de laquelle se forme l'opinion publique internationale, il n'y a que la documentation produite par les chercheurs français, par les lobbyistes, les soutiens des différents mouvements séparatistes. Ce qui fait que les hommes politiques, l'opinion publique, n'a comme information que la version de ceux qui n'ont jamais été pour l'unité du Mali. Et donc il fallait nécessairement construire un contre-discours, mais qui est prouvé, ce n'est pas des affirmations gratuites. Vous vous souviendrez que dans la déclaration d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad, les séparatistes avaient indiqué que le Nord, c'est la terre de leurs ancêtres, que c'est eux que les Français auraient trouvé ici au moment de la pénétration coloniale. Qu'en 1958, leurs ancêtres auraient écrit au gouvernement français pour demander les détacher du nord du Mali. Et que ce sont ces erreurs qui auraient été commises qui sont en train d'être réparées. C'est pour cela que nous avons fait une petite excursion dans l'histoire. La partie, je ne reviens pas sur tout le Mali, mais la partie nord a été peuplée originellement, depuis le 7e siècle au moins, ce qui est daté,
par les Sonrai et les Bella. C'est les premiers peuplements. Les Bella étaient dans la partie désertique. En ce moment, il y avait des oueds, il y avait des mares. C'était de l'agriculture qui se faisait. Et les Sonrai au bord du fleuve. Les Sonrai se sont métissés à des Berbères venus du Yémen pour fonder l'empire de Gao en l'an 800, qui a été sous la coupe après de l'empire du Mali, qui a dominé toute la zone. Quand l'empire du Mali s'est effondré, l'empire Songhai a émergé, qui a commandé toute la sous-région, y compris les populations blanches, arabes, berbères, tout le monde. Cet empire s'est effondré le 13 mars 1591, à la suite de la bataille de Tondibi, à la suite d'une guerre avec les Marocains. Et bien sûr, il y a des trahisons à l'intérieur dont on a parlé, qui ont précipité, et la vie dissolue de la cour, la peste, les maladies ont affaibli le régime, il est tombé. À partir de cet instant, le Nord a connu presque 300 ans d'anarchie. Il n'y avait pas d'État. Parce que la domination marocaine s'est trouvée une domination de prélèvement. Ils étaient venus pour chercher l'or. L'empire s'est cassé. Tombouctou est devenue la capitale culturelle et économique. Gao, la capitale politique. Les Marocains ont préféré la capitale Tombouctou. Ça, c'est notre histoire. Ce qui fait que lorsque la pénétration coloniale arrivait, lorsque les colons arrivaient pour commencer à conquérir le Nord, le 12 décembre 1893, le premier officier français qui a dirigé les troupes coloniales pour conquérir Tombouctou, par un heureux hasard de circonstances ou malheureux, il s'appelait Boiteux. En 2013, 120 après, quand la France venait sauver le Mali de l'invasion djihadiste, c'est un Boiteux qui a rendu l'âme aussi. Et je rends hommage à ce soldat. C'est pour cela que, j'ouvre une parenthèse, j'invite les Maliens à ne jamais apparaître comme un peuple ingrat. Des Français, ils sont 21 qui sont morts sur nos territoires. Il ne faut jamais qu'on donne l'impression qu'on a oublié cela. Mais cela ne nous empêche pas de dire la vérité. Nous ne sommes pas des anti-français. Nous ne sommes pas contre la communauté internationale. Mais quand on est des amis, on doit se dire la vérité. C'est pour cela que brûler le drapeau français, injurer la France, je pense que ce n'est pas la bonne formule. Il faut qu'on construise un discours convaincant, sérieux, et qu'on ait des dirigeants compétents qui sont des interlocuteurs valables. C'est pour cela que nous avons découpé l'histoire en plusieurs séquences. Comme vous l'avez dit, on a pris du 7e siècle jusqu'à la pénétration coloniale. La durée de la pénétration coloniale de 1893 jusqu'à 1960. Ensuite, de 1960 à 68 avec le président Modibo Keïta. Ensuite, de 68 à 91 avec le président Moussa Traoré. De 91 à 92 avec le président du CTSP, chef de l'État Amadou Toumani Touré. 92-2002 avec le président Alpha Oumar Konaré. 2002-2012 avec le président de la République Amadou Toumani Touré. De 2012 à 2013 avec le président de la République par intérim Dionkouna Traoré et le président du CNDRE, le capitaine Amadou Ayassanogo. Et enfin, de septembre 2013 à janvier 2018. Toutes ces périodes ont été analysées, documentées, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et je crois que nous, on l'a compris, et les Maliens vont le trouver dans ce livre. D'accord, puisque le livre, c'est vraiment un fil, c'est facile à suivre. On va rester autour de cette période coloniale, la période d'avant les indépendances. À l'époque aussi, on parlait d'une organisation des États riverains du Sahel, à laquelle la France semblait être attachée également. Vous savez, dans le processus de décolonisation, c'est un chapitre auquel nous avons accordé beaucoup d'importance, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'expliquent. D'abord, pendant la pénétration coloniale,
la résistance touareg qui s'est organisée, les grandes tribus touareg, les Kalentassar, les Tengrigif, les Oulimeden, les Kunta, si j'en oublie comme en excuse, qui ont opposé la résistance à la pénétration coloniale. Elle a duré grâce au soutien des Songwe. C'est détaillé. Lorsque cette pénétration s'est opérée, la dernière confédération qui résistait, c'est la confédération de Oulimeden. Elle a été détruite le 16 mai 1916, à la suite d'une convergence de plusieurs forces, y compris certaines populations du Nord qui ont trahi, qui ont été utilisées par les colonisateurs contre leurs frères. C'est comme ça que la confédération de Oulimeden a été détruite le 9 mai 1916 et son leader Firoun a été assassiné le 25 mai 1916 par des frères, par des gens de la zone. Alors à partir de cette période, s'est créée une nouvelle situation. Donc, le colonisateur a décidé d'administrer en sa façon. Donc, elle a érigé certaines tribus au-dessus des autres. C'est là que vous trouverez la convention du 15 septembre 1907, la convention dite de Bourem. Quand vous lisez cette convention, il y a une partie que je vais citer de mémoire, tellement je l'ai relue. Il est écrit que l'Adra des Ifogas appartient désormais aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Prenez cette citation, comparez-la à celle qui s'est passée en 2013. À partir de ce moment, une classe sociale a été créée, qui a eu la suprématie sur tous les autres pendant 70 ans. Ce qui fait qu'à la veille des indépendances, en 1957, le processus de décolonisation a été imposé aux anciennes puissances coloniales, l'Angleterre, la Hollande et la France. Les deux premiers ont décolonisé. La France a louvoyé. Elle a cherché par tous les moyens à partir tout en restant. Et c'est comme ça qu'il avait été prévu et la loi a été votée en 1957. La loi qui crée l'organisation commune des régions sahariennes. Une partie du nord du Mali, un peu de la Mauritanie, une partie de l'Algérie, une partie du Niger et du Tchad. Cette amputation a échoué grâce à la bataille héroïque qu'ont menée les hommes politiques qui siègent en ce moment dans les institutions de la République française, notamment le sénateur Mohamed Alassane Haïdara, dont le discours est reproduit ici, qu'il a lu à la première session de l'ORCRS du 21 au 22 octobre 1958. Grâce au travail du député Modibo Keïta, ministre, qui s'est opposé par tous les moyens, y compris dans des conversations avec De Gaulle. Grâce au travail du gouvernement de l'autonomie interne, le ministre de l'Intérieur, Madera Keïta, qui a donné de lui-même pour tourner dans les régions du Nord pendant des semaines, pendant des mois, pour parler avec les populations du Nord. Et à cette occasion, et c'est là que je porte un démenti formel aux propagandistes de la rébellion qui disent que les populations du Nord ne voulaient pas être dans le Soudan. Madera Keïta a réuni tous les chefs des grandes tribus du Nord, y compris les Ifogas. Ce jour-là, les populations touareg du Mali ont choisi de rester dans leur pays. Ils n'ont pas choisi un pays étranger, comme on le fait croire. Ils ont choisi de rester dans leur pays. Il y a la fameuse phrase où il disait « Les colonisateurs nous ont colonisés ensemble, on veut aller à la liberté ensemble. » Toutes les oueds coulent vers le sud. Notre avenir, c'est au sud. Ce jour-là, c'est à Taher Ag-Ili, le père de notre tous vénéré père Intala, c'est lui qui était le porte-parole, au nom de toutes les tribus. Et donc, on est venu manipuler ça pour dire qu'il ne voulait pas. Pas du tout. La fameuse lettre que les séparatistes dont les séparatistes parlent dans leur déclaration d'indépendance, elle a été écrite effectivement. Il y a un chapitre qui est consacré à ça. C'est lui qui l'a écrit, son nom est là-dedans. La pétition a eu 300 signataires, mais il n'y avait aucun de Kidal.
La France n'a pas répondu. Et d'ailleurs, il a demandé à rester musulmans français. Il dit qu'ils ne veulent pas de l'indépendance. Aussi, ils n'ont pas gain de cause, ils veulent être attachés au Maroc ou à la Mauritanie. Ces documents, il y a les lettres ici. Donc, cette partie, je voulais vraiment que ça soit très clair. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Touaregs, de jeunes Arabes qu'on est en train d'intoxiquer par des bouts d'informations. Et surtout, il y a les lobbies séparatistes dans les pays occidentaux qui donnent des bouts de papier et on endoctrine toute une génération. Ce n'est pas vrai. Leurs ancêtres ont choisi de rester dans leur pays. Le Mali n'appartient pas plus aux Sonrai, aux Bambara, qu'aux Touaregs, aux Arabes. C'est notre pays à nous tous. Personne n'est plus propriétaire que l'autre. C'est pour cela que j'ai tenu à remonter l'histoire pour montrer que les populations originelles, c'est les Bella et les Touaregs. Les Arabes et les Bella et les Sonrai. Les Arabes et les Touaregs sont venus s'ajouter à eux. Donc aujourd'hui, c'est notre pays à nous tous. Ça n'appartient à personne. D'accord. La République du Mali naîtra le 22 septembre 1960 et déjà le président Modibo Keïta va faire face à la première rébellion en 1963. Et dans l'histoire, dans le livre, vous rappelez que ce n'était pas des velléités sécessionnistes, cette première rébellion. Absolument. C'est très important à souligner parce qu'il y a des idéologues de la rébellion qui produisent beaucoup de documents manipulés. La première rébellion, en réalité, n'était pas une rébellion pour la sécession. Peut-être qu'un jour, les historiens diraient même qu'on aurait pu le gérer avec un peu plus de doigté au départ. Mais c'est facile de se mettre à la place des hommes de l'époque. Vous savez, le pays vient d'être indépendant, les velléités sécessionnistes ne pouvaient pas être acceptées. Vous vous rappelez comment le soulèvement des Bambara a été maté à Sakouiba? Ce n'est pas pourtant parce qu'il y avait du racisme ou du génocide, mais c'était les pratiques du moment. Si je ferme la parenthèse, c'est en réalité la préservation de l'ordre féodal que le pouvoir colonial a maintenu pendant 70 ans de la tribu des Iforas. Les gens ne voulaient pas payer d'impôts. Ils ne voulaient pas amener leurs enfants à l'école. C'était la pratique au nord, et même nous, peut-être nos parents n'allaient pas nous amener à l'école. Ils ne voulaient pas changer le franc malien lorsque le gouvernement l'a demandé. Ils ne voulaient pas se soumettre aux exigences des services des eaux et forêts. Ils voulaient conserver les droits féodaux sur les autres ethnies, les Imrad et les Idnan, maintenir l'esclavage et le servage. Le président Modibo a dit niet. Peut-être cette phase-là aurait pu être gérée avec plus de doigté parce que j'ai rappelé tantôt qu'Attaher Aguili était de ceux qui ont refusé la sécession lorsque ça leur a été proposé en 1957 avec la création de l'OCRS, ce qu'on tendait vers l'indépendance. Donc on ne peut pas les accuser dès le départ de vouloir quitter le Mali. Ils voulaient garder les privilèges féodaux, le pouvoir à dit niet. Et dans le document, il y a le rapport du commandant de cercle de Gao dans son temps, notre père, père à son âme, Bakara Diallo, qui a fait une tournée. Il y a le compte-rendu de ses entretiens avec Attaher Aguili. Le mécontentement a commencé à cause de cela. Maintenant, comment ça a été géré, c'est une autre chose. Donc, c'est resté jusqu'à la disparition d'Attaher Aguili. Maintenant, ses fils qui l'ont succédé, Zeid et Intala, n'avaient pas le même tempérament que lui. Et donc, il y avait un mécontentement qui s'est généralisé dans la zone et il y a eu une révolte contre l'État. Là, les avis divergent. Il semblerait que c'est un Goumé qui aurait tiré sur des populations. Certains documents disent que c'est des gens qui ont tiré sur les Goumés pour prendre son arme. En un mot, l'étincelle a été mise au poudre. À partir de ce moment, le président de la République a estimé, c'est lui qui jugeait de cela en ce moment, qu'il fallait utiliser deux armes dont les États disposent. La force légitime de l'État et la diplomatie qui n'est que, d'après un penseur, la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Et donc il a chargé le capitaine Dibis Ladjara, auquel il a donné les pleins pouvoirs pour remettre de l'ordre. En même temps, il travaillait pour qu'autour du Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc,
que tous ces pays s'allient au Mali pour barrer la route à la rébellion. Et c'est ce qui s'est passé. La rébellion a été circonscrite. Maintenant, je reviendrai plus tard. Quand cette rébellion a été circonscrite, il y a des vérités aussi qu'on doit dire. Parce qu'on ne peut pas nous réconcilier quand on ne dit pas certaines choses. Dans le processus de rétablissement de l'État dans la région de Kidal, dans l'Agdak, il y a eu des abus contre les populations. Si on ne le dit pas, ça aussi, on n'est pas véridique. On en a parlé dans le livre. Il y a eu des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'orphelins. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été pris comme ça. Vous savez que chez le Touareg, quand vous lui enlevez le turban en public, c'est la plus grande humiliation que vous pouvez lui faire subir. On amenait des chefs de tribu. On enlevait leurs turbans. On les rasait. On les faisait arrêter au soleil toute la journée. On les fusillait vers le soir. Et on obligeait les populations à applaudir. Il y a des jeunes dont les pères ont été exécutés comme ça. Ils ont vu ça. Dans la rébellion aujourd'hui, l'un des animateurs de la rébellion, le colonel Agnazim, on a fusillé son père devant lui, il avait 9 ans. Peut-être qu'il est aujourd'hui animé par la vengeance. Mais il y a des gens qui ont su se mettre au-dessus. Ils ont compris ce qu'est un État. Il y a un homme auquel moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui, c'est Mohamed Aguishrach, le gouverneur de Kidal. Son père a été tué aussi. Il y a des hommes qui ont perdu des parents pendant la rébellion des années 92. Le premier, c'est Agamani. Il aurait pu faire vengeance se mettre dans la rébellion, mais ça n'a pas été le cas. Donc cette partie aussi, il faut qu'on la dise si on veut dire la vérité. On obligeait les Touaregs à parler et chanter en Bambara et en Bobo. Celui qui refuse, on l'exécute. La troupe de Kidal était obligée de chanter en Bobo et en Bambara. Naturellement, quand vous sortez ces arguments aujourd'hui devant des jeunes auxquels vous voulez inoculer la haine contre le Mali, mais ils vont croire. Alors ces vérités aussi, il faut qu'on se les dise. Maintenant, les rebelles, disons les idéologues de la rébellion, les sécessionnistes, utilisent tout ça. Voilà comment la première rébellion a été circonscrite. Je m'arrête là pour l'instant parce que je ne veux pas lire le livre, il faut que les gens le lisent. Exactement, la première rébellion, elle a été circonscrite comme celle-là. Est-ce qu'on peut dire que la façon, la méthodologie à l'époque, c'était peut-être de mater, de réprimer est-ce qu'on peut dire que finalement, cette méthode, on a pu avoir gain de cause avec ça? Non, en réalité, vous savez, moi je ne connais pas une rébellion dans l'histoire de l'humanité. Dans un pays, on a résolu parce qu'on parle seulement. Ça n'existe pas. Toutes les rébellions dans l'histoire de l'humanité, il a fallu que l'État exerce la force légitime de l'État d'abord, pour le réduire militairement. Mais une fois qu'elle est réduite, il faut éviter les excès. Moi, je pense qu'il y a eu des excès. Je peux me tromper parce que je n'étais pas là. C'est à la lecture de la documentation que j'ai vue. On aurait pu faire l'économie d'une certaine humiliation des populations touareg. Par exemple, le fait de leur imposer de chanter en Bambara et en Bobo. Mais qui avait le droit? Ils avaient leur langue, ils avaient leur culture, et d'ailleurs, ils ont leur écriture. Et donc, je pense, sans jeter l'anathème qui ce soit, mais nous sommes des descendants de ces hommes-là. Si on veut dire la vérité, il faut qu'entre nous on se dise la vérité. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu quelques excès, on aurait pu les éviter. Vous savez que les meneurs de la rébellion, Attahar Aguili, Zeid Agatahar et le leader spirituel de Kalentassar, il était réfugié au Maroc, le roi du Maroc l'a rendu. Zeid a été rendu par l'Algérie. Le coup d'État de 68 les a trouvés ici en détention. Et d'ailleurs, lorsque Dibi Silas a été arrêté en 69 à la suite du coup d'État, ils se sont retrouvés à la prison ensemble. Ils se sont réconciliés d'ailleurs, avant que tous ces détails-là sont dans le livre. Donc cette partie de l'histoire, je voudrais que les gens la sachent, la connaissent, avec ses hauts et ses bas. Okay. Oui. D'accord, on va évoluer dans notre chronologie. À présent, la période de 1968-1991. Comment est-ce que la Deuxième République a fait face à la rébellion touareg? Je pense que lorsque Moussa Traoré a pris le pouvoir, sur certains plans, il a voulu prendre le contre-pied de ceux qui avaient sous Modibo. Par exemple, les prisonniers, il les a libérés. La gestion, les relations avec les populations, ils les ont changées, tout en maintenant la région sous administration militaire. En un mot, ils ont fait une lecture
Ça, c'est ce que nous avons découvert, une lecture objective. Tout ce qui paraissait indispensable pour maintenir l'autorité de l'État dans la région a été maintenu. Tout ce qui apparaissait comme des excès, il y a eu des tentatives de les corriger. Et c'est pour cela que vous aurez remarqué que le colonel Ousmane Koulibaly, aujourd'hui en ce moment il était lieutenant, qui avait été envoyé à Kidal immédiatement à la place de Charles Samba Sissoko, qui dirigeait militairement Kidal. Charles Samba Sissoko, je rappelle qu'il a été rappelé au CMLN. Il a construit des nouveaux rapports avec ces populations. Et ces rapports ont servi pendant les accords de Tamanrasset, j'y reviendrai là-dessus. Et donc, le président Moussa, je pense qu'il a voulu corriger ce qu'il considère être des injustices et des erreurs. Et c'est pour cela qu'à la création de l'UDPM, vous aurez constaté, c'est documenté dans ce livre-là, les grandes confédérations touareg et arabes ont été mis au devant de la scène sur le plan politique. C'est pour cela d'ailleurs que le discours des sécessionnistes qui disent qu'ils étaient marginalisés, moi je l'ai démontré, ce n'est pas vrai. Au moment de la chute du régime, au moment du déclenchement de la rébellion en juin 1990, je suis allé regarder dans les documents de l'UDPM, sur 10 sections de l'UDPM qu'il y avait à Gao, Tombouctou et Kidal, les 8 étaient soit dirigés ou avaient comme députés des Arabes et des Touaregs, alors même qu'ils sont minoritaires dans la région. Personne n'en faisait un problème, parce qu'au Mali, on n'a pas ce problème-là. Mais le découpage, la façon dont l'UDPM fonctionne, faisait qu'un village doit faire un comité, mais une fraction peut faire un comité. Il y a des fractions de 100 personnes, de 200 personnes, mais un village de 3000 personnes aura le même nombre de comités que l'autre. Ce qui fait que, minoritaires sur le plan sociologique, les Arabes et les Touaregs se sont retrouvés majoritaires sur le plan politique, dans les institutions. J'ai dit à certains que de la création de l'UDPM à sa chute, il n'y a jamais eu de sonrail au BC. Les régions du Nord étaient représentées par les Touaregs et les Arabes. Personne n'a trouvé à redire, parce que ce n'était pas le problème des Maliens. Mais ça a créé certainement des frustrations chez les sonrails, mais ce n'était pas au point de dire qu'ils vont prendre les armes. Et c'est là où j'ai dit aux rebelles, l'argumentaire selon lequel ils ont été marginalisés, je viens de prouver le contraire, qu'il n'y a pas de développement, c'est pourquoi ils prennent les armes. J'ai dit attention, les sécheresses de 73 et 86, c'est toute la bande sahélienne qui en a souffert, du Cap Vert et au Soudan. Il y a eu l'immigration partout. Moi, j'ai une bonne partie de ma famille qui est au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. À la date d'aujourd'hui, les 80% des bras valides de mon village sont en Côte d'Ivoire et au Ghana, depuis ces années. Les populations de Caille, la grande immigration vers la France, c'est à cette période-là. Mais prenez les Caïsiens en France, ils sont dans les foyers, ils travaillent depuis 5 h du matin jusqu'à 20 h. Ils dorment plusieurs dans les foyers. Le peu d'argent qu'ils collectent, ils envoient pour faire des centres de santé dans leur village, des écoles, des puits, pour faire des centres de maraîchage. Ceux de Gao, ils nourrissent les villages. Moi, mon village est entretenu à 80% parce qu'on les renvoie de Côte d'Ivoire, du Ghana et autres. Mais pourquoi les ressortissants de Kidal, qui sont allés en Libye, ils ont eu de l'argent. Certains se sont enrôlés dans l'armée libyenne. Ils ont monté les grades jusqu'à être des colonels. Pourquoi l'argent qu'ils ont, ils ne viennent pas faire des forages? Pourquoi ils viennent tuer les populations, tuer les militaires, pour dire que c'est pour le développement? Le développement que Kidal a eu sous la 13e République dans les années 90-2000, rarement une ville a eu autant d'infrastructures, si ce n'est Bamako. Mais tout cela a été détruit. Ce qui montre clairement que c'est de la démagogie. J'ai dit ici, les populations de Sikasso, elles sont les plus nombreuses dans l'armée jusqu'à une date récente. Je ne connais pas la situation aujourd'hui. Mais je vous dis, la malnutrition sévère, la pauvreté, ce n'est pas à Gao, ce n'est pas à Kidal, c'est dans la région de Sikasso. Il y a des gens qui n'ont même pas d'eau à boire. C'est dans les zones minières, là, on exploite l'or. Pourquoi les militaires sikassois ne disent pas qu'ils vont se révolter parce qu'ils ne sont pas d'accord? C'est pourquoi je dis ces arguments, il faut les déconstruire et les détruire. Et c'est à cela que l'État malien ne s'est pas attaché. Au contraire, vous allez voir dans les développements du livre, il y a des hauts responsables qui se sont mis à justifier la rébellion. Et c'est ce qui a été l'erreur du départ.
Ok, on verra qu'en 1990, il y aura cette rébellion sous Moussa Traoré. On se rappelle, ça a coïncidé même avec une biennale artistique et culturelle. Comment est-ce que cela a été géré avant les événements de mars 91? Vous savez, la rébellion de 90, lorsqu'elle a éclaté, je l'ai suffisamment développé ici récemment sur votre plateau, je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais juste dire que l'armée a eu instruction le 16 juillet 1990 de rétablir l'ordre et la sécurité dans les régions du nord du Mali en 90 jours. 16 juillet, 16 août, ça fait un mois. 16 août, 16 septembre, ça fait 2 mois. Le 12 septembre, le ministre de la Défense a rendu compte au président que le maintien d'ordre est terminé au nord. Ça veut dire que la rébellion a été circonscrite militairement. Et je crois que le président Moussa a tiré les leçons de ce qui est arrivé avec la première rébellion. Il s'est dit qu'il ne suffit pas de mater. Les officiers voulaient aller jusqu'au bout. D'après ce que certains m'ont dit, et j'ai confirmé à côté, il leur a dit attention, toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation. Dès lors que militairement ils ont échoué, asseyons-nous pour négocier avec eux. Ils ont sorti les revendications qui sont répertoriées ici. Ils ont demandé d'être vice-président, d'avoir le ministre de la Défense. Bon, c'est répertorié ici parce que beaucoup de Maliens ne savent pas. Et il a mis en mission des notables Touaregs fidèles à la République, comme notre père Intala Attaher, comme d'autres qui ont donc préparé la rencontre de Tamaracet. Il y a Tamaracet 1 et il y a Tamaracet 2 du 6 janvier 1991 qui n'a duré qu'une nuit. Et c'est les Maliens entre eux. Les Algériens ont juste introduit, se sont retirés. Et c'est ce jour-là que le fait que le colonel Ousmane Koulibaly qui a été désigné en 1968 pour gérer la région du Nord, ce jour-là, ses qualités d'homme de paix, qui n'a pas voulu utiliser la force à jouer, parce qu'il s'est retrouvé en face de lui des jeunes qu'il a scolarisés, des jeunes qu'il a mis dans les internats, des jeunes qu'il a protégés et aidés même quand ils sont venus à Bamako, qui les considèrent comme leur père, et qui savent bien que ce n'est pas un tueur, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas quelqu'un qui est contre les Touaregs. Donc je pense que, et cet accord a été conclu, bon, malheureusement, ça a été conclu en janvier. La mise en œuvre a commencé. Le chef d'état-major général des armées, Ousmane Koulibaly, qui était le chef de la délégation, parce que lui gérait la rébellion. Il ne s'occupait pas du maintien d'ordre à Bamako, même si après on l'a emprisonné parce qu'il a refusé de faire des faux témoignages contre le président Moussa. Parce que j'ouvre la parenthèse, le colonel Ousmane, on l'a arrêté au mois de juin 1991. On est allé lui demander d'accepter de témoigner contre Moussa, que Moussa a donné l'ordre de tirer. Il dit qu'il ne le fait pas. On lui a envoyé des officiers dont les noms sont dans le bouquin. Et il leur a dit qu'il ne peut pas faire ça. On l'a mis en prison. On a mis les accords à côté. Et les rebelles qui avaient dit qu'ils étaient 250, le président de la République a dit donner 300 fiches, que chacun remplisse. Et le 28 mars 1991, la rencontre de sélection devait se faire. Entre-temps, le 26 mars, il y a eu le coup d'État. Mais un an après, dans le pacte national, ils ont dit qu'ils sont 3600. Ouais. Bon, vous tirez la conclusion vous-même. Et justement, comment est-ce qu'on en est passé des accords de Tamaracet 1 et 2 à impact national sous les CTSP? Quelle était la différence, la nuance? La documentation auquel nous avons eu accès et les analyses propres que nous avons faites indiquent clairement qu'il y a eu un manque de discernement après le renversement du régime en 1991. Vous savez qu'en 1968, quand les militaires ont renversé le régime, ils étaient conscients de leurs limites. Donc l'appareil d'État était tenu dans plusieurs domaines par des gens qui étaient déjà dedans. Parce que l'État, c'est une continuité. En 1991, il y a eu ce qu'on appelait le Kokadje, où pratiquement tous ceux qui ont collaboré avec la Deuxième République à un niveau ou l'autre, ceux qui n'ont pas vu le vent tourner, comme on dit, ils ont été marginalisés. Le colonel Ousmane, qui était le principal négociateur des accords, a été emprisonné. Le dossier a été retiré. Au début, le CTSP a déclaré qu'il en tient compte. Mais après, le président l'a retiré, il l'a confié à des conseillers étrangers. Ahmed Baba Miske, un ancien ministre mauritanien, Edgar Pisani, un ancien ministre français. C'est lui qui a confié le dossier. Baba Akiwa Aidara a été désigné aussi comme haut commissaire, il a produit un rapport. Mais en réalité,
C'est les idées des deux premiers, on vient sur, il y a des contenus de leur rapport qui ont servi pour construire le pacte. À partir de ce moment, la question du Nord a changé de nature sur le plan politique. D'une question de rébellion contre l'État central, on en a fait la lecture d'une question d'indépendance, disons d'une question coloniale. C'est comme si l'État malien allait coloniser les Touaregs et les Arabes. Parce que tout le discours qui a été construit par ces deux experts consistait à justifier le fait qu'ils ont été marginalisés. Et naturellement, l'État étant affaibli, on est allé de négociation en négociation pendant 2 ans. Quand un État est faible, il n'a pas le rapport de force en sa faveur. Ça aussi, c'est connu dans l'histoire. Il signe toujours des accords qui ne sont pas en sa faveur. Et puis, il y avait l'agenda. Il fallait que le pacte soit signé avant la fin de la transition. Donc, il y a eu un certain forcing. Le pacte a été signé. Tout le monde aspira à la paix, y compris nous-mêmes, on a tous applaudi. Mais la réalité, c'est que le document contenait en lui-même, en son sein, les germes d'une nouvelle rébellion. Parce qu'il y a des engagements qu'on a fait prendre à l'État. Il y a des choses qu'on a fait accepter à l'État. Prendre quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui avait les armes quelques mois avant contre les Maliens. On l'intègre, on l'élève au grade de colonel pour commander des troupes. Il n'a ni la formation, ni la culture, ni la discipline. Il sait manier les armes. Donc on s'est retrouvé avec des choses inacceptables. Il s'est trouvé que dans l'armée aussi, entre-temps, parce que ça aussi, ça fait une partie, une des erreurs, je l'ai suffisamment développé dans le livre, les gens ont cru que l'armée égale Moussa Traoré. Quand Moussa est parti, tout ce qu'il y avait de positif, on a tout balayé. On a dit que tout était mauvais. On a obligé l'armée à venir se culpabiliser, demander pardon, alors que c'était des responsables politiques. À partir de ce moment, l'institution, la gestion de l'institution a changé de nature. Ce qui fait qu'on a eu toutes les dérives qu'on a eues sous la transition. Des exactions souvent contre les populations touareg. C'est comme ça que le grand frère du premier ministre Agamani a été assassiné. D'autres sont morts. Mais en vérité, c'est parce que l'armée ne savait même plus que faire. Parce qu'il y avait de l'amertume. Et puis, on a intégré les rebelles. Certains sont venus. Eux-mêmes, ils se sentaient discriminés aussi. Il faut le dire. Certains, on les a mis dans l'armée aussi. Ils avaient le sentiment qu'ils sont discriminés. Ceux qui sont en face n'ont pas confiance en eux. Donc, on a évolué dans cette situation. Et le livre est suffisamment explicite sur ce que je pense avoir été des erreurs. Je ne veux pas le lire à la place des lecteurs. Quand vous allez le lire, vous verrez tout. Tout est documenté. D'accord. On verra. En 1996, il y a eu la flamme de la paix sur Alpha Omar Konaré. Entre 1992 et 2002, on a dit beaucoup de choses là-dessus, mais quand même c'était volontariste, c'était de bonne foi, la flamme de la paix, non? Vous savez, je pense honnêtement, certains vont dire que c'est pour critiquer comme ça le président Konaré, mais mon intime conviction, c'est qu'il y a une erreur d'appréciation de la nature de la rébellion. Vous savez, il y a des documents dans le livre, il y a le célèbre discours, enfin, le fameux, j'allais dire, parce que célèbre, c'est le discours du président Konaré du 28 avril 1994. Quand vous lisez ce discours, vous verrez sa philosophie. Il dit exactement, je prends un extrait, il dit que les rébellions des populations du Nord sont d'essence démocratique, que c'est des rébellions pour l'honneur et la dignité, que c'est des rébellions pour renégocier les conditions de leur participation à la nation malienne. Quand un chef d'État dit ça, il ne peut plus combattre la rébellion. Parce qu'il apporte de la nourriture idéologique, philosophique et politique à la rébellion. Peut-être qu'il ne fallait pas le dire publiquement sur les exactions, les Touaregs dont les parents ont été abattus et tout. Peut-être ça pourrait être peut-être l'explication. Vous savez, il n'y a pas de guerre propre. Celui qui vous le dit, il fait le démagogue. Dans toutes les guerres, il y a des choses qui se font qui ne sont pas normales. C'est pour cela que je n'ai pas trop insisté sur ce qui s'est passé sur la Deuxième République, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas dire. Si on ne le dit pas, on ne dit pas toute la vérité. Parce que l'une des frustrations que les gens, les Touaregs ont, même ceux qui sont de bonne foi, c'est ce sentiment que leur vie ne coûte rien. Mais il n'y a pas de guerre propre.
Mais je dis un président doit faire beaucoup attention. Lorsque vous justifiez qu'une partie du peuple avait le droit de prendre les armes, et il a dit, j'ajoute qu'eux, ils les soutenaient. Ça veut dire que quand ils étaient dans l'opposition, ils soutenaient la rébellion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des discours. Le président Touré a fait une longue interview en 1994, c'est documenté, où il dit clairement que Moussa Traoré n'a rien fait pour comprendre les problèmes du Nord, et c'est pour cela qu'il aurait mal agi. Bon, à partir de ce moment, ça veut dire que ce que Moussa et Modibo ont fait, c'est mauvais, on change, on ne fait plus la guerre. Vous avez vu un État qui ne fait pas la guerre contre celui qui prend les armes contre lui? Ça n'existe pas. Maintenant, la flamme de la paix, moi je ne remets pas en cause la volonté du président Konaré et du président Touré d'avoir la paix. Mais la paix, ce n'est pas avec les discours, ce n'est pas avec la ruse, ce n'est pas avec les valises d'argent. On n'achète pas la paix, on la conquiert. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'imposer la paix, on a passé le temps à quémander et acheter la paix. C'est comme ça que se sont créés des potentats qui sont habitués à venir prendre des valises à Bamako d'argent. Quand l'argent finit, il y a la paix tant que l'argent n'est pas fini. Quand l'argent finit, ils reprennent les armes, on donne l'argent. Ils ne sont pas contents du découpage administratif. Ils prennent des militaires en otage. On dit que si vous voulez, je veux une commune. On donne une commune. Mais on fait des élections, des gens sont élus. Mais l'actuel ministre de l'artisanat, Mme Nina Wallet Intelo, mais elle a été élue maire à Kidal en 2004, mais elle n'a pas pu siéger. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État a accepté. Alors, donc, ce sont ces pratiques-là, ajoutées à la déliquescence de l'État et de l'armée. Parce que la gestion qui a été faite de l'armée, elle est inacceptable. On a fait 20 ans, on n'a pas investi comme il faut dans l'armée. L'indiscipline s'est installée. Moi, je vous dis, je suis un soldat deuxième classe de l'armée malienne, comme je l'ai dit, matricule 24831. On nous dit toujours, la force principale d'une armée, c'est la discipline. Le militaire, c'est le seul qui est dans une fonction où sa vie est permanemment en danger. Il peut aller donner sa vie pour que nous soyons dans ce studio-là pour parler. Et lorsque ce militaire peut dire à son chef, moi je ne pars pas. Il n'y a plus d'armée. Les rebelles qu'on a intégrés faisaient ce qu'ils voulaient. Quand ils ne sont pas d'accord, ils sortent. Ils font 6 mois, ils reviennent. Les salaires, on continue à les payer. Les députés qui se réclament de la rébellion, ils désertent l'Assemblée nationale, ils rejoignent la rébellion. Leur salaire continue de couler. Et quelques salaires qui ne sont pas payés, ils viennent revendiquer. On leur fait des rappels. Mais quand vous faites ça, vous créez une classe de personnes qui font de la rébellion leur fonds de commerce. C'est pourquoi j'ai dit que les plus grandes victimes de la rébellion, c'est d'abord et avant tout les populations touareg. C'est elles et arabes, c'est elles qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont humiliées dans les autres pays. C'est elles qui vivent les représailles de l'armée. C'est elles au nom desquelles on fait ce commerce macabre. Mais ceux qui sont les chefs, ils sont dans les hôtels, ils sont dans les avions, ils voyagent, ils rencontrent le président quand ils veulent. Chaque fois qu'ils le rencontrent, ils sortent avec des valises d'argent. Mais à ce rythme, la rébellion ne va jamais finir. D'accord, on va embrayer sur la période Amadou Toumani Touré 2002-2012. Mais on voit qu'Amadou Toumani Touré, à la différence des autres chefs d'État, lui connaîtra 2 rébellions, une en 2006 et une deuxième en 2007. La rébellion de 2006, c'était la continuation de la gestion, je pense, laxiste de la rébellion. Amadou Toumani Touré était un militaire. Quand il est venu au pouvoir, il a fait le diagnostic. Il a su qu'il n'avait pas l'armée qu'il fallait pour faire la guerre. Alors il avait le choix entre 2 solutions. Soit il remet sur pied cette armée, ou bien il continue l'ancien système, les négociations, les valises d'argent, les promotions, les arrangements. Bon, c'est lui qui était chef d'État, je crois qu'il a choisi cette formule. Et vous vous rappelez que la rébellion de 2006, c'est quoi? Ils sont venus demander de l'argent et des postes encore. Le président dit, mais ça suffit. Vous avez donné des noms qu'on a intégrés. Il y a plus de 2000 et quelques militaires intégrés dans la fonction publique. On ne peut pas continuer à donner de l'argent, ça suffit. Il a celui qui dit ça. Les gens se sont rebellés. Mais là, il n'avait pas les moyens de les frapper parce qu'il n'avait plus l'armée qu'il fallait. Donc il est rentré dans des négociations qui ont duré 2 ans. Le résultat, c'est que ça a renforcé la déliquescence de l'État. On a suffisamment parlé de ça. Et la finalité, c'est qu'il a eu une deuxième rébellion sur les bras. Vous savez, les guerres qu'on perd à l'avance, c'est celles qu'on refuse de mener. Le Mali a refusé de faire la guerre contre la rébellion. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre à tout prix.
Je ne veux pas apparaître comme celui qui pense que c'est la force qui règle tout. Mais l'État, un État sans la force légitime n'est pas un État. Un État qui passe le temps à quémander la paix, à quémander auprès de... Quelqu'un prend les armes, il tue des personnes différentes, vous n'aurez jamais la paix avec ça. C'est ce que je voulais dire. Ok, peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi, non. Mais docteur, on verra en 2012-2013 une internationalisation de la crise avec la ruée au niveau de Kona qui a été stoppée par Serval. À partir de cette période-là, c'est l'internationalisation désormais de la crise. Effectivement, le président Touré, en voulant bien faire, certainement, finalement, il a eu ce qu'il voulait éviter, la guerre et la chute. Et pire que ce qu'il n'a jamais imaginé, parce que l'humiliation que notre pays a subie en 2012, depuis plus de 6 siècles, on ne l'a pas subi. Le 13 mars 1591, quand l'Empire Songhai est tombé, il s'est installé l'anarchie dans notre pays. En mars 92, l'État malien s'est effondré. Les conséquences, on a l'anarchie partout. Jusqu'à présent, on parle du centre, je suis votre émission aujourd'hui. En réalité, ce n'est que la gangrène qui continue à infecter le pays. Alors, il n'aurait pas voulu ça certainement, mais il a laissé faire. Ensuite, vous allez voir les relations entre notre pays et la Libye. Du point de vue des relations internationales, j'ai largement développé et c'est documenté quel type de rapport nos présidents ont construit avec les voisins. Vous savez, quand vous n'avez pas les voisins, quand vous avez les voisins qui sont tous contre vous, vous ne pouvez pas vivre en paix. C'est les leçons élémentaires de la diplomatie. Oui, mais bien sûr, j'en viendrai sur ça. Et j'ai développé largement comment est-ce que les différentes forces se sont organisées pour affaiblir le régime d'Amadou Toumani Touré. Comment la rébellion a été soutenue en 2012 pour faire effondrer l'État malien. Mais la réalité, c'est que il a fait 10 ans, il n'a pas remis l'armée en place. Moi, je connais des pays voisins que je ne veux pas citer, qui étaient des États faillis. Est-ce que vous savez que dans les années 80, le Tchad était un État failli? Moi, j'ai rencontré un cadre tchadien en 2014 dans une réunion internationale. Il m'a dit, vous savez, ce qu'on fait chez vous, c'est une sorte de dette qu'on paye aussi. Dans les années 80, notre État était failli. Nous étions des étudiants à l'école de médecine à l'INI. On est resté comme ça. Il dit, c'est votre président qui a pris la décision de nous payer les mêmes bourses qu'on paye aux Maliens. Pendant des années, c'est comme ça qu'on a pu faire nos études. Et comme par un heureux hasard de circonstances, il a demandé d'ailleurs que je lui donne le numéro de téléphone du président Moussa. Et comme par un heureux hasard de circonstances, le professeur Issaka Singare, avec lequel je fais ce livre, était celui qui avait signé cette décision. Donc, mais le Tchad s'est reconstruit comment? Pourquoi aujourd'hui tout le monde se réfère au Tchad? Parce que la priorité d'abord, c'est de reconstruire l'État. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. L'Algérie a résisté pendant 10 ans parce que la colonne vertébrale a tenu. On a coupé les membres, on a fait des attentats, ça a tenu. La Mauritanie, au moment où Abdelaziz venait au pouvoir, c'était presque un État failli. Il a remis l'armée en marche. Tout chef d'État qui ne remet pas d'abord l'armée en marche, il va faire de la démagogie. Je vois actuellement beaucoup de candidats, ce n'est pas des pics que je lance. Je vais donner des emplois, je vais faire ceci. Tout ça, c'est du pipeau. Celui qui n'assure pas la sécurité des citoyens, il est en train de les tromper. Aujourd'hui, vous partez à Koro Bankas, les gens ne parlent pas d'emploi. Les gens veulent vivre, ils veulent survivre. Et donc, je pense que son erreur fondamentale, il a trouvé qu'on a détruit l'armée, il ne l'a pas reconstruit. Comment l'armée a été détruite, c'est largement décrit dans ce livre-là. Et donc, à partir de ce moment, le Mali a perdu le contrôle de son destin. On est devenu un État de facto sous tutelle. Vous n'avez pas vu comment la classe politique se bousculait ici pour entrer dans un avion, pour aller dans un pays voisin. C'est quelqu'un qui était le parrain des rebelles, pensait qu'on va partager le poste de ministre là-bas. Moi, heureusement, je peux le dire, j'ai refusé d'aller ce jour-là. J'ai dit aux gens de mon parti, personne ne me verra autour de cette table. Il y a des gens qui m'ont critiqué. Alors, donc, on est devenu un État failli. On a commencé à penser que c'est l'extérieur qui peut résoudre tous nos problèmes. C'est pourquoi vous regardez même dans la mentalité aujourd'hui des dirigeants de la classe politique. Beaucoup pensent que c'est la France qui peut les porter au pouvoir. Il y en a qui sont même fiers de mettre
dans les journaux qu'ils ont été reçus à l'Élysée, ils ont été reçus au Quai d'Orsay, ils ont été reçus par tel ambassadeur. Mais j'ai dit qu'un président français ne se glorifierait jamais de traîner dans les couloirs du président des États-Unis pour être président. Mais au Mali, on a changé, le logiciel a changé. On a perdu notre destin. À partir de ce moment, on est rentré dans ce que j'ai appelé l'internationalisation de la crise. Okay. Est-ce qu'à l'EFIS, c'est un tournant? Le fait que l'armée française, après la libération, est entrée à Tombouctou-Gao avec les forces armées maliennes et qu'il se soit arrêté au niveau d'Anefis, empêchant l'armée malienne d'entrer à Kidal, est-ce que ça a été un tournant dans cette internationalisation justement de la crise? J'ai fait un long développement, disons nous, chaque fois que je dis nous, il faut penser que c'est le professeur Singaré et moi. Parce qu'il faut être très clair, on a écrit ce livre-là ensemble. Donc nous avons fait une longue analyse documentée de ce qui s'est passé en 2012 et 2013. La période dite de Djonkunda Sanogo. Il y a tous les jeux qui ont été faits au niveau national et international pour nous renforcer la tutelle sur le Mali. C'est décrit dans le livre. Et on ne pouvait qu'en s'en prendre qu'à nous-mêmes. Un pays, c'est censé diriger, on est élu pour... C'est pas pour rien qu'on dit que le président c'est le père de la nation. Vous vous souviendrez que lorsque le régime est tombé, la communauté internationale a condamné bien sûr le coup d'État en 2012, mais en réalité c'était du bout des lèvres. C'est la CEDEAO avec Alassane Ouattara en tête, l'Union africaine avec Yahya Bouni en tête. C'est eux qui ont imposé le retour à la vie constitutionnelle normale, qui nous a permis de rentrer dans un processus de discussion, de négociation. Et vous vous souviendrez que lorsque l'Union, la CEDEAO avait demandé de créer une force d'attente de 3000 hommes pour aller faire la guerre, il y a certains grands pays occidentaux qui ont dit que c'était trop. On a créé la MISMA, composée d'Africains. Ceux qui ont les moyens ont refusé de lui donner les moyens. Et en constaté le chef de la MISMA, on a créé la MINUSMA. Donc les moyens qu'on devait donner à la MISMA ont été transférés à la MINUSMA. Donc c'est maintenant l'ONU qui gère. On s'est retrouvé donc d'un problème africain, on s'est retrouvé avec un problème dans les mains de l'ONU et de la France. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une lueur, hein, puisque cette période-là, il y a eu le 18 juin les accords préliminaires de Ouagadougou qui ont permis l'organisation de la présidentielle sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal. Est-ce que c'était une lueur? Je crois que les accords de Ouaga ont donné beaucoup d'espoir aux Maliens. L'État était pratiquement affaibli, mais il y a eu quelques résistances quand même du président Djonkunda Traoré. J'ai retrouvé dans la documentation, dans la presse, que quand on lui a amené les premières formes de l'accord, il leur a dit que mais qui d'entre vous signerait ça au nom de son pays? Il a fait retourner le médiateur. Et finalement, on a eu des accords qui avaient deux objectifs. Je voudrais que ça soit clair. C'était l'organisation des élections et le processus de pourparlers. On a pu organiser les élections, donc on peut dire que le premier objectif au moins a été atteint. Et donc l'ensemble du processus maintenant devait être pris en charge par les nouvelles autorités. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Lorsque l'opération Serval a été déclenchée, je rappelle que le gouvernement malien avait demandé un appui aérien et un renseignement pour permettre à l'armée malienne de libérer le pays par la terre. Ça a été appliqué à Konna, à Gao, à Tombouctou. Le corps à corps avec les djihadistes, c'était les militaires maliens dans ces zones-là. Et comme je l'ai dit au passage, il faut qu'on rende hommage à ces hommes. Mais avant eux, je voudrais rendre un vivant hommage à nos militaires qui sont tombés. C'est pour cela que vous voulez que la première dédicace de ce livre-là, c'est dit pour tous ceux qui sont tombés pour la patrie. J'ai en mémoire ceux qui sont tombés à Aguelhok. Ces hommes-là, lorsqu'ils entendent des hommes politiques dire que les soldats maliens fuient, il y a des hauts responsables qui se plaisent à dire oui, c'est des gens, dès qu'on tire, ils fuient. Il y a même des ministres, des premiers ministres qui vont à l'extérieur devant les députés d'autres pays pour dire que le Mali n'a pas de soldats. J'ai entendu des anciens présidents dire que c'est des hommes en uniforme, ils sont bons pour les défilés et puis les coups d'État. J'ai dit que ces gens ne connaissent rien de ce qui souffrent les militaires maliens. Ceux qui sont morts à Aguelhok, ils n'ont pas fui.
C'est pourquoi ils sont arrêtés. Ils se sont battus, ils sont tombés à coups de munitions. On les a pris un à un, on les a assassinés. Avec une batte dans la tête. Et les jeunes Touaregs et Arabes, fidèles à la République, ça aussi il faut qu'on le dise. Et ils ont été plus sauvagement encore assassinés. On les a éventrés. Pour mieux montrer qu'il faut se venger d'avoir accepté la République du Mali. Quand ces soldats-là, des hommes politiques, qui sont en partie responsables d'ailleurs de la déliquescence de l'État, viennent se moquer d'eux dans les réunions, dans les médias, je trouve que c'est une injure. À Kona, à Gao, partout, les militaires maliens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La vérité, c'est que notre armée a été trahie par l'élite politique. C'est ce qui nous a conduit à là où on est. C'est pour cela que lorsque Gao, Tombouctou ont été libérés, arrivé à Néfis, l'opération Serval, les Français ont dit net. Le Mali ne rentre plus à Kidal. À partir de ce moment, la nature du mandat que l'ONU a donné aux forces internationales a changé. Parce que si vous vous rappelez, lorsque l'opération Serval a été déclenchée et l'aménagement, le peuple malien avait l'espoir que ces deux acteurs, avec l'armée malienne, vont lui permettre de recouvrir l'intégrité du territoire national. L'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'on a vu arriver à Kidal? On nous a dit non, le Mali ne rentre pas. On est retourné à la convention du 15 septembre 1907. Kidal appartient aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. Les Français ont dit, il n'y a que les mouvements séparatistes. Les mouvements terroristes, on a recommandé à certains de se détacher d'eux pour faire une nouvelle organisation. C'est à eux qu'on remet Kidal. Et ce qu'il plaira aux Français d'y installer le Tchad, l'aménagement et les autres, le Malignette. Okay. Et c'est à partir de là, c'est pourquoi je dis qu'en vérité, la communauté internationale a une part de responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui. Sans oublier que la responsabilité première, fondamentale, c'est nous-mêmes d'abord les Maliens. C'est nous qui avons détruit notre pays avant eux. Okay. Et on leur a donné l'occasion de venir nous humilier. C'est intéressant tout cela. La méthodologie, c'est la lecture expliquée et dirigée. Je ne sais pas si ça se fait encore dans nos écoles, les fondamentales. On me signale qu'on a 10 minutes pour conclure l'émission. Est-ce qu'on peut passer rapidement sur la période 2013-2018 le processus d'Alger? 2018, c'est documenté aussi. J'ai fait 2 minutes pour passer là-dessus. Ibrahim Bokar Keïta est venu. Je crois que lui, au début, honnêtement, il avait l'intention de régler les choses. Quand on voit les discours, son comportement, mais en réalité, il a commis la même erreur que le gouvernement de la transition. Ils ont trouvé l'accord de Tamaracet. Au lieu de s'en inspirer, ils l'ont mis à côté. Il a trouvé l'accord de Ouaga. Au lieu de l'appliquer immédiatement, les gens sont rentrés dans des manœuvres. Et finalement, c'est quoi? On a eu l'humiliation de Kidal 2014. Ce qui fait qu'on est allé dans des accords, la tête baissée, complètement humiliée. Le résultat, c'est les accords que nous avons aujourd'hui, dont l'application manifestement est difficile. Et surtout que les forces internationales, on a constaté, chaque fois que les mouvements séparatistes et leurs alliés terroristes étaient en difficulté, ils intervenaient comme une force d'interposition. On l'a vécu à Ménaka en 2015, on l'a vécu à Kidal en 2016. Et à ce rythme-là, on n'aura pas la paix maintenant. Alors pour conclure, Avant de conclure peut-être cette question et avant de vous donner le mot de la fin, la présidentielle c'est le 29 juillet. Comment est-ce que le prochain président de la République du Mali devrait se sortir de ces contingences géopolitiques? Qu'est-ce que ça va vraiment primer? Est-ce qu'il faut dire aux forces, pas d'occupation, les forces étrangères, est-ce qu'il faut leur dire de partir? Dans quelle contingence géopolitique le nouveau président de la République du Mali devra faire face à ces équations? Bien entendu, je crois que ceux qui diront aux forces internationales de dégager tout de suite, c'est des démagogues. Moi, je ne fais pas partie de cette race d'hommes politiques. Critiquer quelque chose et dire qu'elle n'a rien fait, c'est différent. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais qu'on oublie que des Français sont morts pour nous. Que l'aménagement a perdu plus d'hommes sur le territoire malien que dans toutes les missions de maintien de la paix. On n'oubliera jamais ça. Mais il faut tenir le discours de la vérité et être soi-même responsable. Quand vous n'êtes pas responsable, on ne vous respecte pas. Et c'est pour cela que moi, je ferai des propositions concrètes pendant les élections.
Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, je ne veux pas saturer les... Si vous voulez, à l'ouverture de la campagne, vous m'inviterez, je vous dirai les solutions que je trouve pour sortir de la crise. Parce que tout ce que j'entends, les gens viennent, je vais donner de l'emploi, je vais donner des écoles, je vais faire des forages, ou bien c'est qu'on nous rabat les oreilles à la télé maintenant tous les jours. Tout ça, c'est pour tromper les Maliens. Lorsqu'un gouvernement est démocratiquement élu, vous verrez qu'il aura l'argent pour faire tout ça. Le Mali a eu plus d'argent pendant les 20 dernières années, 10 fois plus que ce qu'il a eu les 30 ans avant. C'est la mauvaise gestion qui a fait que ce n'est pas venu. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Il faut d'abord la paix et la sécurité. Moi, je ferai des propositions. Maintenant, pour conclure, je pense honnêtement que les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Il faudrait que nous comprenions très clairement que ce n'est pas l'étranger qui viendra faire le Mali à notre place. Ça doit être très clair pour tout le monde. Il faudrait qu'on comprenne qu'il faut qu'on se dise la vérité. J'ai dit un certain nombre de vérités ici qui vont blesser des gens certainement, mais si on ne les dit pas, on ne peut pas aller de l'avant. Une fois qu'on a dit ça, il faut en ce moment que les Maliens comprennent que ce qui nous est arrivé, toutes les grandes nations l'ont vécu dans leur histoire. Les gens de notre armée fuient. Les militaires français n'ont pas fui devant les nazis. L'Union soviétique qui a été la force principale pour battre le nazisme. Les soldats soviétiques, ils fuyaient au début. Au point que les responsables ont pris la décision de fusiller tous les soldats qui fuient. Quand vous n'êtes pas armé, vous n'êtes pas formé, vous êtes pris de vitesse, il y a la panique. La peur, c'est humain. Et donc, ce que nos soldats ont vécu, toutes les grandes nations l'ont vécu. L'Europe a été toute entière occupée. Elle s'est réveillée. La Chine a été humiliée dans son histoire, tout le monde sait. Battue, occupée, humiliée. Elle s'est réveillée aujourd'hui. Il faut que les Maliens se disent que nous sommes une grande nation. On ne peut pas être les descendants, j'entends les gens démagogiquement, ils le disent, mais moi je le dis en croyant. On ne peut pas être les descendants des bâtisses de ces grands empires. Et venir être sous la tutelle, être incompétent, irresponsable, au point que notre peuple est humilié aujourd'hui. Il faut que les Maliens se disent qu'ils ont encore la force de redresser la situation. Mais il faut qu'on se corrige nous-mêmes d'abord. Il faut que nos dirigeants soient à la hauteur. On ne nous respectera jamais lorsque nous-mêmes on ne donnera pas l'exemple. Et sur tout ça, là, je ferai des propositions pendant la campagne. Je voudrais aussi dire aux uns et aux autres que ma conviction, ce que j'avais dit au peuple malien la dernière fois, c'est de ne pas perdre espoir. Le peuple malien sécrétera des hommes ou des femmes en son sein qui vont lui redonner l'espoir, qui feront de lui encore une grande nation. Est-ce que ces hommes et ces femmes seront de notre génération? Je souhaite que ce soit le cas. Mais il trouvera ces hommes-là. Il trouvera ces hommes, j'en suis convaincu. Il ne faut pas donc perdre espoir. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci, Dr Choguel Kokala Maïga. Je rappelle que vous venez de co-signer ce livre, Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Ce sera une excellente chose si nos politiques, tous nos politiques se mettaient à publier, à écrire sur le pays, l'actualité, son histoire, les équations auxquelles il fait face. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que mardi à 21h, vous serez en compagnie de Gabriel Magma Konaté pour la version Bamanankan de cette même émission. Et déjà demain 21h, c'est Mohamed Attaï Alidou que vous retrouverez sur ce plateau. Un débat politique autour du thème comment rehausser le taux de participation pendant la prochaine élection présidentielle. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa Télévision.